Merci beaucoup, le commandant Gorgissi. Vous avez fait un saut par rapport aux innovations technologiques en partageant votre expérience à bord, en répondant à des questions qui datent de 1997, depuis que vous travaillez dans les pays africains sur le pétrole et le gaz. Et ces expériences vont être bénéfiques pour cette génération et pour l'exploitation du pétrole au Sénégal. Je dis que l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, dont je suis le chargé de communication, est sur le point de mettre en place un système permettant de regrouper toutes les informations que nous pouvons avoir pour améliorer la sécurité maritime au Sénégal, mais aussi tirer profit de l'exploitation du pétrole et du gaz. Voilà. Donc, nous allons dans un instant passer la parole au maître de port Malik Sek. Il avait levé la main depuis près de 30 minutes. Donc, Malik, nous sommes un peu rattrapés par le temps. Donc, si vous pouvez prendre 5 minutes, après nous revenir. Merci. Malik, il faut activer le micro. Ouais. Bonsoir, l'assistance, vraiment bon. C'est juste pour remercier le commandant, le grand commandant Gorgissi. Je vois là aussi le professeur ressemble. Donc, j'étais un peu en retard par rapport à la réunion, mais je me réjouis de ce que j'ai dû assister. Et, c'est une bonne initiative qu'il faut encourager, faire encore des fois. Donc, c'est juste pour vous remercier et me réjouir de cette assistance. Donc, si j'aimerais, s'il y avait une question que j'aimerais poser au commandant, c'est, je vois les navires qui font le ship-to-ship, ils embarquent des mooring masters. Donc, si c'est des formations qu'on fait ici, bon, j'aimerais savoir par rapport à ça. Et merci. Merci beaucoup, Malik. Il a une question pour le commandant Gorgissi par rapport au mooring master qui opère dans les eaux sénégalaises. Donc, la formation qu'ils doivent suivre pour être mooring master. Merci. Voilà, merci Malik. La question est très bonne. Donc, le ship-to-ship transfer est une opération qui nécessite de la maîtrise. Hein. Mais les mooring masters, c'est-à-dire, il y a une formation. Hein. Maintenant, ce qui se fait le plus, c'est que vous faites venir un mooring master, quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui a fait mooring master soit à Malabo ou ailleurs, et il reste sur site et vous accompagne. Au bout d'un certain nombre d'opérations, il vous certifie comme étant capable de le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, là où c'est très important d'ailleurs, ici dans nos eaux, je ne pense pas que le ship-to-ship puisse être perturbé par une situation météorologique assez difficile. Dans d'autres pays, oui. Mais ici, bon, il peut y avoir un peu de remous quand même, hein, il peut y avoir un peu de houle, hein, mais en fait, c'est la surveillance pendant toutes les opérations. Ici, il y a actuellement les mooring masters qui vont sur le Léopold Sédar Senghor en cas d'enlèvement. Donc, vous avez un mooring master sur le FPSO, et un mooring master sur le tanker. Alors, vous avez un remorqueur, en principe, hein, vous devez avoir un remorqueur devant et un remorqueur derrière. Et une fois que le remorqueur devant aura pris ou aura passé la remorque au pétrolier, on juge la distance nécessaire qu'il faut garder entre le pétrolier, parce qu'il vient le
le nez au cul du FPSO. Donc, il vient vers lui comme ça, donc il va prendre par son étrave, il va prendre par l'avant, il va prendre la remorque. Et ensuite, on laisse filer une certaine distance, une distance de précaution. Et pendant l'approche pour prendre la remorque, il y a également un certain nombre de précautions quant à la vitesse d'approche, quant à l'orientation du remorqueur qui est devant. Et c'est pas une formation comme si vous deviez faire la manœuvre des grands pétroliers ou quelque chose comme ça qui nécessite un apprentissage. Genre, si vous deviez faire la manœuvre de VLCC, forcément, il y a des suppléments à faire dans vos cours de manœuvre. Mais pour le Mooring Master, non, c'est juste une pratique accompagné par un ancien Mooring Master qui, lui, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'opérations, déclare que vous êtes apte à gérer. C'est une façon de pendant, à l'approche, pendant tous les chargements, au déchargement. Parce que le même remorqueur, une fois que vous déclarez que l'amarrage est OK, le même remorqueur qui était devant va se charger de prendre le flexible et de venir à la hauteur du manifold du pétrolier pour lui passer ça. Hein. Donc, tout ça sont des opérations à surveiller en tant que marin, en tant que commandant, connaissant le milieu maritime et connaissant également le comportement des éléments du milieu dans lequel vous êtes, vous pouvez organiser ça. Mais ce n'est pas une formation qui nécessite... non. Il peut y avoir maintenant des simulateurs. Allez faire une formation sur un simulateur, formation de Mooring Master sur un simulateur, que ça soit en Croatie, en Belgique, ou je pense même à Dunkerque, hein, vous pouvez faire une formation qui va vous durer peut-être 3 ou 4 jours. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous va, Malik, hein? Ouais. Merci beaucoup. Okay. Merci. Il a bien répondu à la question. Merci. Merci beaucoup, Malik. Malik avait posé une question à propos du Mooring Master. Je vous rappelle seulement que par rapport à la réponse du commandant Gorgissi, que la formation de Mooring Master, il faut avoir le diplôme minimum de capitaine 3000, ou bien le brevet de capitaine 3000, ou bien le brevet de capitaine illimité. Ensuite, si vous cumulez des années d'expérience, vous pouvez être Mooring Master. Bien évidemment, il faut être breveté déjà capitaine, non? Effectivement. Donc, je donne la parole au capitaine Mohamed Moustapha Lo. Merci beaucoup. Mohamed Moustapha, vous avez 5 minutes. Bonsoir tout le monde. Merci commandant Si pour les efforts fournis sur les supports qui alimentent ce webinaire. Merci également au commandant Teiroussar pour sa contribution. Je suis un peu préoccupé par le nouveau système là, intelligent qu'on veut intégrer actuellement, surtout dans les pays sous-développés, qui sévissent le plus souvent ici en Afrique. Parce que beaucoup de pays asiatiques aujourd'hui sont à niveau, ils font partie des pays, des puissances économiques. Malheureusement, à beaucoup de pays ou bien à la plupart des pays africains qui aujourd'hui veulent adopter ces systèmes intelligents dans la navigation maritime, mais qui ne sont pas à ce niveau de technologie comparé à ces pays-là qui ont initié ces initiatives dans la navigation maritime. Ma préoccupation est la suivante. Excusez-moi. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que c'est l'intégration de ces systèmes intelligents dans la navigation maritime? Cette numérisation-là qu'on veut des supports d'aide à la navigation, avec les e-navigation, comme on dit, au détriment de certains supports papier qu'on avait l'habitude d'utiliser, qui nous permettaient de garder certaines connaissances pratiques qu'on a emmagasinées à l'école lors de nos formations maritimes, mais également le délaissement de certaines connaissances de la navigation astronomique dans la pratique à bord.
ne pensez-vous pas que la dépendance ou bien le forcing, par exemple, de l'initiation de ces systèmes-là dans la navigation, surtout des pays sous-développés comme la nôtre, qui a un niveau technologique qui n'affleure pas celui des Européens, des Occidentaux, des initiateurs de cette technologie, je ne pense pas que ça peut fragiliser ou nous exposer dans la navigation maritime mondiale. Parce qu'on est dans un pays, bon, on a des navires qui font le cabotage national, le cabotage interafricain. On n'est pas toujours dans le cabotage international, c'est-à-dire le long cours. On n'a pas de navires qui œuvrent, par exemple, dans ça. Mais quand même, vu l'espionnage, bon, que certains pays opèrent, les surveillances clandestines qu'on note par-ci, par-là, la piraterie, il y a également le sabotage dans les systèmes de défense et tout. Donc, pensons-nous que il est temps pour nous, vu que ça peut fragiliser la navigation, d'une manière générale, je dis, mais quand même local, parce qu'on n'est pas au niveau technologique, pensez-vous que nous, quelle que soit l'initiative qu'on la prenne, bien vrai que c'est des systèmes efficaces, mais quand même qui sont exposés à des risques de sabotage que les initiateurs peuvent faire, pensez-vous que nous, quelles que soient les initiatives prises, nous devons toujours avoir un plan de rabattement qui nous permet de garder nos connaissances, qui nous permettront au cas où, par exemple, ces sabotages interviennent, parce que lorsque le navire opère dans les eaux d'un territoire étranger, qui est plus développé en matière technologique que toi, qui va effectuer des sabotages sur ton système, créer des problèmes, des perturbations, des incidents, etc., ou nuire à ton navire pour des problèmes non exprimés. Par exemple, pensez-vous que nous devons toujours, nous, marins sénégalais, nous, le Sénégal, garder des connaissances de rabattement qui ont, par exemple, un rapport aux pratiques de la navigation initiale. Si je dis ça, c'est-à-dire les premières méthodes adoptées dans la navigation pour pouvoir toujours nous y prendre, quel que soit le niveau de sabotage des personnes mal intentionnées. Merci. Merci beaucoup. Donc, le commandant s'y va répondre. Oui, Mohamed, c'est une superbe réflexion, là. Hein? Oui, mais ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si Dekesek est connecté à ce webinaire, mais il comprend bien ce que je veux dire, parce que à l'époque, j'étais très jeune second capitaine sur le Tour Prignac, et j'étais avec Dekesek à l'époque. Alors, on avait quoi comme système de navigation? On avait un truc qui s'appelait le RACAL. Le RACAL, il regroupait, il y avait radar, Lorençais. Le Lorençais, peut-être même vous ne le connaissez pas. Alors, les jeunes navigants, là, il y avait le Lorençais, le radar, il y avait le Delta. Il y avait pas mal de systèmes de positionnement qu'on pouvait trouver là-dedans. Et il y avait bien sûr le satellite à l'époque. Et on voyait, les satellites n'étaient pas fréquemment présents. Donc, on voyait un satellite quand on était dans le golfe de Guinée, là. C'était très rare d'avoir un point par le satellite. Quand on l'avait, c'était vraiment un événement. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Seulement, ce qu'il faut comprendre, on a navigué en faisant des droites de hauteur, la droite de Marc Sinclair. On a navigué en faisant des variations. On a navigué en faisant des calculs assez importants. Mais même au niveau des écoles maintenant, je pense que les calculs nautiques sont plus ou moins un peu mis à l'écart. Alors, on fait des épreuves de navigation qui sont combinées, où il y a une partie de l'OXO, une partie d'ortho, et puis une partie de ceci, des sim et tout ce qu'on veut. Et est-ce qu'on doit, parce qu'on est appelé, on a appris à l'école des méthodes, on a un enseignement de base maritime. Est-ce qu'on navigue sur des navires qui vont appliquer cet enseignement de base, ou est-ce qu'on va se retrouver sur des navires qui ont suivi l'évolution technique? C'est là la question. Alors, est-ce qu'on doit se dire non, nous on est dans un pays
sous-développés, il y a une évolution technologique, machin, des pays qui sont plus développés que nous, qu'on doit se compter. Parce que les bateaux de ces pays plus développés que nous arriveront chez nous. Et on devrait les exploiter. Ou on sera sur ces bateaux-là. Et il faudra répondre présent. Donc, je pense que ça ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, on a suffisamment de connaissances qui nous permettent de pouvoir comprendre cette technologie nouvelle. On ne peut pas s'en passer. C'est le monde qui évolue comme ça. Il va falloir faire quelque chose. Maintenant, quand est-ce qu'on aurait pu penser que le Sénégal allait se retrouver avec un satellite à lancer là? On n'a jamais pensé à ça. Est-ce que ça veut dire qu'on reste dans notre voie de développement sans une seule fois ou une seule seconde imaginer qu'on a la capacité d'avoir un satellite gagné, machin? Mais l'exploitation de ce satellite, le potentiel réel de ce satellite ne sera pas maintenant. C'est dans l'avenir. Il y a des éléments, peut-être, nous on est apporté et par qu'est-ce que ça va faire, mais c'est demain peut-être. C'est demain ou plus tard qu'on comprendra qu'il fallait bien être présent dans ce monde de satellites. J'ai fait, quand j'étais chez Delmas, parce que j'ai navigué 15 ans chez Delmas, j'étais à l'époque chef mécanicien. Et les premiers, les standards A, les premiers StatNav, les standards A, j'étais détaché pour les mettre sur tous les porte-conteneurs de Delmas qui faisaient la ligne Côte d'Afrique. Je prenais le matériel au Havre et pendant la tournée du Nord, comme on l'appelait, je finissais et arrivé à Felixstowe en Angleterre, je faisais le commissioning avec le monde des satellites. On envoyait des fréquences et il devait regarder si les fréquences qu'on avait envoyées étaient perturbées ou étaient complètes ou pas. En ce moment-là, on nous ouvrait dans ce monde de satellites-là. C'est tout un processus. Mais est-ce qu'on est resté au standard A? Le standard A, il est aux oubliettes maintenant. Hein? Là, le SAT A, là, on ne l'utilise même plus. Là, on a le VSAT, vous avez WhatsApp même partout où vous êtes maintenant. Et ça, ce n'était pas prévu. Mais ces outils nouveaux, cette évolution technologique n'est pas venue pour nous perturber, mais pour nous soulager. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on a dit la vie des hommes. Ensuite, les biens. Ensuite, l'environnement. Ensuite, on revient en arrière sur la vie des hommes. Sur la vie des hommes, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il ne faut pas trop les charger parce qu'il peut y avoir du burn-out. Les gens peuvent mourir de stress. Les mécaniciens savent bien ce qu'ils disent quand ils font le RM, Engine Resource Management. C'est-à-dire, on gère la personne maintenant. Il ne faut pas la surcharger. Il ne faut pas qu'elle soit à un niveau de stress qui fait disjoncter. Il faudrait également qu'il y ait un leadership. Il y a pas mal d'éléments de communication qui doivent faciliter la navigation tout en restant dans une sécurité plus ou moins relative. Parce que la sécurité absolue n'existe pas, le risque zéro n'existe pas, mais il faut gérer l'être humain qui est là. Donc l'être humain sera toujours l'élément principal. Tout ce qu'on fera pour soulager l'être humain, le marin qui navigue, tout ce qu'on fera pour le soulager. Moi, je me rappelle quand il fallait faire le point à midi, mais je quittais la passerelle, je courais partout pour choper le soleil. Mais maintenant, je n'ai pas besoin de ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire, tous ces éléments nouveaux-là, on va s'initier à ça, mais on a déjà un capital, le capital connaissance maritime que nous avons eu depuis l'école, comme vous le dites. On a engrangé pas mal de choses qui nous permettent de faire la différenciation, de pouvoir se dire que non, je ne vais pas me fier à ça, je me fie à ça. Parce que c'est ça qui est important. C'est l'appréciation, c'est ton appréciation qui est beaucoup plus importante que l'appréciation. Vous pouvez avoir une erreur de calcul. Vous pouvez avoir une erreur dans le système. Mais vous, ce que votre œil vous donne, mais c'est bien ça. Vous avez eu combien quand vous êtes à la passerelle?
Combien de faux échos que vous avez vus? Tous les faux échos que vous avez au radar sont en route de collision. Est-ce que c'est vrai? Si on se fie à ça, vous allez passer toute la nuit à manœuvrer. Alors que vous avez l'œil ouvert, vous dites, mais là, c'est un faux écho, il a chopé, quoi, je ne sais pas quoi, mais il n'y a rien ici, parce que c'est mon œil qui me le dit. Je ne vais pas me mettre à manœuvrer, à aller à droite, machin, parce que le radar m'a montré un faux écho. Donc, c'est ton appréciation. Le jugement vient de l'opérateur lui-même. Ça, il va avoir cette qualité et cette possibilité de juger, quoi. Est-ce que ça vous va, Mohamed? Mohamed, il a coupé son micro, hein? Oui, Mohamed va bientôt rejoindre. Il n'a pas activé son micro. Je pense que la réponse était suffisante. Je ne sais pas si ça lui va, mais bon, Mohamed, si tu peux activer ton micro. Ouais. Donc, commandant, j'ai juste une suggestion. Il faut penser que sur ce webinaire, il n'y a pas que les marins. Donc, quand vous parlez de radar, c'est bien de dire que l'importance du radar permettant de plotter les échos et tout. Donc, il y a des gens qui ont rejoint ce webinaire qui sont des aspirants marins, des gens qui veulent devenir des marins, ou bien des professionnels qui veulent intégrer le secteur maritime, mais qui ont rejoint le webinaire pour avoir les informations suffisantes pour intégrer le secteur. Merci. Ouais, donc le radar, on peut dire rapidement, quoi, c'est un système d'acquisition, c'est-à-dire qui vous permet d'acquérir un écho avant votre œil, hein, en fonction des échelles que vous aurez fixées sur votre radar. C'est un système qui vous permet de l'acquérir, de dire que tiens, il y a quelque chose qui vient par là, et je le vois. Il va le plotter, il peut même le plotter. Il peut même le plotter automatiquement, hein, ou bien vous le plottez vous-même en manuel. Voilà, donc le radar, c'est un système, on ne va pas rentrer dans le détail de l'explication du radar, hein. Il faut comprendre que ça permet, il envoie il envoie un son qui va buter sur un obstacle et revenir. Alors, il va calculer. Il va calculer le retour. Quand il a buté sur l'obstacle et revenir, il va dire, tiens, là, je n'ai pas pu aller plus loin que celui-là, que cet obstacle-là. Je suis revenu et voilà, ça me fait une distance de temps. Ça vous permet, c'est le même principe certainement d'ailleurs que vous allez trouver sur l'échosondeur. Voilà. Donc, les radars, bon, c'est pas... Donc, merci beaucoup, commandant, pour expliquer à ceux qui suivent ce webinaire que ce radar-là, il permet de connaître la position des autres navires parce qu'il serait rattaché à ce qu'on appelle le GPS, Global Positioning System. Le GPS, c'est un système de positionnement du navire qui va te permettre de linker ce positionnement avec le radar, qui va te donner la position des autres navires ou bien d'autres objets ce qu'on appelle les échos. Donc, tu peux avoir des radars qui ont des portées de 96 miles, pratiquement plus de 100 et quelques kilomètres. Donc, à bord de ton navire, tu peux regarder un navire qui est à 100 km de toi. Voilà. Le commandant a parlé aussi du système de fonctionnement du radar, mais c'est quelque chose de très, très long. Mais il a parlé évidemment de l'essentiel. Si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, il peut lever la main. Comme ça, je vais lui donner la parole parce qu'il nous reste 11 minutes. Donc, dans 11 minutes, c'est-à-dire précisément à 19h30, on va devoir clôturer ce webinaire pour laisser les gens le soin et de vaquer à leurs occupations, même si je sais que si on laisse ce webinaire-là, ça peut faire même une journée parce qu'avec le commandant Gorgissi, avec son partage, le partage d'informations et d'expérience, de retour d'expérience, tout le monde souhaite continuer à suivre ce webinaire et d'apprendre de son expérience. Donc, je vais donner la parole au commandant Sen qui vient de lever la main. Le commandant Thione Fally Sène, je rappelle que c'est le président de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Commandant Thione Fally Sène, il est actuellement à bord de son navire donc, pour suivre ce webinaire. Merci de l'engagement, Monsieur le Président.
Oui, rebonsoir, Capitaine Aline Ndiaye. Rebonsoir à tous. Donc, c'était juste pour rebondir sur la question de sexe, maître du port. Tout à l'heure, le commandant a répondu à sa question, mais je voulais rebondir sur la question. Pourquoi? Parce qu'il a parlé des mooring masters qui font le ship-to-ship. Personnellement, j'ai assisté en tant que lieutenant offshore Cotonou pendant plus de 2 ans sur des ship-to-ship, mais je n'ai jamais vu un étranger embarqué à bord pour faire le ship-to-ship. C'était des Nigérians et qui montaient avec la société Fendercare pour le faire. Donc, et c'est bien de souligner cela pour dire que, pour rebondir sur le vide juridique qui fait qu'aujourd'hui, c'est des étrangers qui viennent faire les opérations de mooring master pendant les opérations de ship-to-ship. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui impose à ces navires de prendre des Sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup, commandant, de faire cette précision qui va aider les jeunes officiers ou bien les capitaines à savoir qu'il est possible de devenir mooring master si au Sénégal on légifère en la matière pour donner la possibilité aux jeunes officiers ou bien aux commandants qui ont déjà eu des expériences en tant que commandant à bord des navires et qui ont travaillé partout dans le monde, qu'il est vraiment possible d'être mooring master pour répondre aux attentes de la population sénégalaise en servant le pays. Donc, je vais donner la parole à Djili Fall, Abdou Khader Fall. Il est Fishing Liaison officier de liaison pour le projet MCA, Millennium Challenge Account. Abdou Khader, vous avez la parole. Merci beaucoup, commandant Alioune Ndiaye, capitaine. Merci beaucoup, M. Si, pour cette brillante exposition. Sans plus tarder, j'ai juste une question pour M. Si. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner en tant qu'aspirant marin qui veut travailler dans l'avenir dans le domaine maritime? Merci beaucoup. Conseil, oui. Merci Djili, merci la question. Mais déjà, je pense que le plus important, c'est d'être aspirant, c'est-à-dire la volonté de devenir marin, le vouloir, contrairement à certains qui sont devenus malgré eux. Mais les conseils, c'est la persévérance. Je sais que quand je suis entré dans ce métier-là, je ne pensais pas faire autre chose que la machine. Alors, l'histoire m'a démontré le contraire. J'ai fini partout, en haut et en bas. Et tout ça, il y a des obstacles à franchir. Il y a, en plus de la volonté, il y a également ce que je pourrais appeler, s'il y a une volonté politique des dirigeants à encadrer des jeunes qui veulent faire ce métier-là, à leur offrir l'opportunité de subir les formations, je pense que vous pouvez y arriver tous. Vous pouvez y arriver tous. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit, je me rappelle, il y a une fois, j'étais à Mina Al-Ahmadi au Koweït, et il y a un jeune Sénégalais qui était un troisième, je crois, sur l'Explorer, un regasificateur qui était là pendant l'été et qui gazifiait du GNL pour la centrale électrique du Koweït. Et moi, j'étais venu décharger dessus. Alors, tout le monde était étonné de voir ce gros bateau qui arrivait par là. Et j'étais encore un bateau pas trop vieux, c'était très beau. Et ils sont venus visiter le bateau. Donc, le jeune Sénégalais, il était avec des Belges qui étaient venus avec lui pour visiter le bateau. Alors, au moment où ils étaient dans le PC Cargo, ils ont posé pas mal de questions. Le bateau était vraiment bien, c'était le Gazelis d'ailleurs. Et après, il y a le second capitaine qui lui demande, vous êtes de quelle origine? Il a dit sénégalaise. Il lui a dit, ah ben, vous devez connaître le commandant. Il lui dit, commandant, quel commandant? Il y a un commandant ici, il est sénégalais. Il a dit, non, c'est pas possible.
Je dis, c'est bien possible. Et quand il est arrivé, son bureau est là, il est venu, il a toqué au bureau, je vais entrer. Quand il est rentré, il avait l'air étonné. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous étonne? Il n'y a rien. C'est juste que j'ai fait des sacrifices. J'ai accepté, à partir d'un certain âge où j'aurais dû arrêter de retourner à l'école, j'ai accepté de retourner à l'école. Si vous passez par la promotion sociale, Taïrou, il sait de quoi je parle. Alors, je suis parti d'ici avec un brevet chef de car. J'arrive en France, pour rentrer en noté, on me dit non, mais l'examen est passé, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, ben, écoutez, vous m'ont dit, vous faites OM3 en préparant l'examen doté. Je rentre en OM3. Je fais mon OM3, je prépare l'examen d'entrée en noté. Je fais mon OM3. Donc, au milieu de l'année, on nous annonce qu'il n'y aura pas OT l'année prochaine et qu'il y a une nouvelle filière qui est créée qui va être C2NM, c'est-à-dire 15 000 kW. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas d'OT, c'est la nouvelle polyvalence, 50%. Je dis, ben, quoi, tant pis, j'y vais. Donc, j'ai fait OM3. Ensuite, je me suis présenté au concours d'entrée. Bien sûr, quand on se prépare à un concours, comme vous le savez tous, hein, on se met les moyens. Hein. On fait des sacrifices, on sort moins, on creuse, on cherche, et puis on se prépare. J'ai fait C2NM, j'étais reçu, je ne le savais même pas. C'est à quelqu'un qui est venu en vacances au Sénégal et qui a entendu des convocations à travers la RTS qui me demandait. Comme quoi j'étais admis à un concours, machin. Et lui qui m'a renseigné comme quoi on me convoquait au bureau des bourses. C'est comme ça que j'ai su que j'étais reçu en C2. Donc j'ai accroché C2, ça faisait 3 ans théorique et 3 ans de pratique. Donc vous imaginez un peu. Je suis parti d'un chef de car ici pensant faire OT 2 ans et rentrer. Et me voilà faire 1 an d'OM3 et me taper 6 ans pour arriver à un brevet de C2. Après ça, j'étais chez Delmas, j'étais bien, je pouvais être second tout le temps, machin. C'est le directeur d'armement qui m'a dit, mais attendez, vous perdez votre temps. Ne restez pas là comme ça, parce que vous allez voir des jeunes qui arrivent avec le CNM et vont être chefs ou commandant, et vous allez rester second mécanicien, premier lieutenant, second capitaine. Et après, j'ai dit, ben, j'avais dépassé l'âge de retourner à l'école, je me disais, mais j'ai dit, ben oui, tant pis, il faut le faire. Donc, j'ai accepté de faire la jonction entre C2 et C1. Donc, il fallait que je me tape encore une année spéciale pour pouvoir rentrer en 5e année des C2, des C1. Et après ça, le DSMM, il faut valider le DSMM pour arriver au C1NM. Donc, il faut naviguer 1 an au pont, 1 an à la machine pour avoir le brevet de capitaine de première classe. Faites le compte vous-même. Au moment où j'avais toutes les possibilités de baisser les bras. J'avais déjà des enfants. Mais j'y suis allé. Je suis allé et c'est cette volonté-là qui finalement a payé. Donc, quand on veut, on peut. Maintenant, si vous êtes accompagné, c'est mieux. C'est-à-dire s'il y a une politique, une volonté gouvernementale de faire de sorte qu'on va créer ces filières-là, on va former des gens qui vont pouvoir arriver à tel niveau pour remplir telle fonction, je pense que ce serait quand même beaucoup plus intéressant pour aider les jeunes à trouver de l'emploi ou à percer dans la navigation. Et voilà, après le reste, ça vient tout seul. Mais c'est le seul conseil que tant que vous voulez, comme disent les Américains, never give up. Never give up about your dreams. Dans vos rêves, ce que vous voulez faire, n'abandonnez jamais. Continuez, vous allez y arriver. Donc, c'est le seul conseil. Vous avez la possibilité
Et vous avez une conjoncture qui vous le permet, parce que le Sénégal est rentré dans une phase assez dynamique. Économiquement, on en saura quelque chose dans les années à venir. Et ceux qui ont la chance d'avoir la formation maintenant, ou d'entamer des formations maintenant, ne le regretteront pas. Le plus dur, ce sera de vouloir être quelque chose sans en avoir fait la formation. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de persévérer et d'arriver de faire des sacrifices et faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Il y a capté 3000. Après, vous pouvez continuer, vous pouvez faire. Hein? C'est le conseil que je pourrais vous donner. Hein? Est-ce que ça vous va? Gili? On va très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup, le commandant Gorgissi, d'avoir donné l'espoir à cette jeunesse sénégalaise qui souhaiterait intégrer le secteur de la marine marchande jusqu'à devenir commandant. J'ai même dit à certains que même à l'âge de 30 ans, vous pouvez devenir commandant illimité, capitaine illimité de la marine marchande en suivant des filières professionnelles, comme l'a organisé certains pays comme l'Angleterre, où tu as besoin de 6 mois d'embarquement comme matelot pour intégrer une école. En 1 an, tu deviens officier chef de quart. Ensuite, tu excelles en devenant capitaine 3000 et capitaine illimité. Et le capitaine illimité, même, tu as besoin juste de faire un test pour avoir le brevet. En Angleterre, c'est ce qui se fait. Donc, le Sénégal aussi va, dans quelques années, assainir cet environnement-là pour permettre à tous les Sénégalais de profiter du secteur de la marine marchande et de l'intégrer, parce que c'est un secteur très, très, très passionnant. Donc, il est 19h31, donc 1 minute passée. Donc, je laisse le mot de la fin au président de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, en remerciant tous nos partenaires et en remerciant notre panéliste, le brillant commandant Gourgissi, et à tous les intervenants, au doyen Taïr Sam et à tous les intervenants. Je ne peux pas passer par le nom de tout le monde, mais je laisse le mot de la fin au commandant John Falissen, président de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande et actuellement commandant à bord du navire Djogé de la compagnie sénégalaise maritime Kosama. Commandant John Fali, vous avez la parole pour le mot de la fin. Merci à tous. Merci, Capitaine Alindiaï. Merci à tous. Je tenais à remercier nos vaillants panélistes, à savoir le commandant Gorgissi et aussi le commandant Taïrou Samb, donc qui ont eu à nous enrichir de leur expérience et de leurs compétences. Et je tenais également à remercier l'ensemble des participants de ce webinaire. Comme on l'a signalé à l'annonce, on tenait à organiser vraiment une conférence, que ce soit une deuxième édition cette année, mais avec le travail, on n'a pas pu le faire. On est embarqué, d'autres sont dans d'autres occupations et vous remarquez même qu'il y a des membres du bureau qui ne sont pas en ligne, certainement parce qu'ils sont pris par le travail. Et c'est le travail d'abord et après l'activité associative après. Et ça se comprend. Donc, je tenais vraiment à remercier le commandant Gorgissi, qui depuis que je l'ai connu, je ne cesse d'apprendre et de profiter de son expérience. Je remercie également notre cher modérateur, le capitaine Alundiaï, qui a tenu coûte que coûte à organiser ce webinaire. Et tout le monde sait que le temps nous manque, mais vraiment, avec son travail, il est parvenu vraiment à organiser tout ça. Et chapeau à toi et chapeau à toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de l'événement. Je vous remercie tous.